Ok, décortiquons ça. Je suis prête. On a vraiment un assemblage fascinant pour cette exploration. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est une plongée assez inattendue. On va essayer de voir comment l'esprit humain réagit face à une impasse totale, face à un blocage. L'idée d'être complètement coincé. Voilà. Et pour ça, on a deux sources qui, sur le papier, elles vivent dans des univers complètement différents, tu vois. C'est vrai que le grand écart est impressionnant. D'un côté, on a les paroles d'une chanson d'Anka japonaise qui s'appelle Namida no Hormus Kaikyo. Les larmes du détroit d'Ormuz, si on traduit. Exactement. C'est chanté par Nafusa Junko. Et de l'autre côté, de façon assez surprenante, on a un tutoriel technique, un document pratique sur un langage de programmation qui s'appelle Coconuts. Et qui sert à simplifier un autre langage très connu, Python. C'est ça. Donc l'idée, la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est de regarder ce concept de blocage. Que ce soit un bateau coincé dans un détroit ou un code informatique beaucoup trop lourd. Et de voir comment la recherche de la fluidité, de la simplicité, c'est souvent la seule voie de sortie possible. C'est un très beau fil conducteur. Et je trouve que commencer par l'Onka, ça pose une ambiance vraiment particulière. Pour donner un peu de contexte, l'Onka, c'est ce genre musical traditionnel au Japon. Ouais, c'est super intense en général. Très intense, oui. Ce sont des ballades vraiment poignantes. Il y a un chant avec beaucoup de vibrato, une mélancolie très très profonde. Et les thèmes, ça tourne souvent autour de la mer, des fatalités, des séparations. Et justement, Namida no Hormus Kaikyu, ça plonge en plein dedans, avec un drame vraiment à l'état pur, quoi. Absolument. Dès les premières lignes du texte, l'image, elle est saisissante. En fait, il y a ce navire qui veut traverser le détroit. On dit que la lumière est visible au loin. Donc, on sait exactement où on va. L'objectif est juste là. Il est à portée de vue. Ouais, mais le passage est refusé. Et le navire est bloqué par le caprice d'une seule personne. Et le texte utilise ce mot, Tusenbo. Ah, Tusenbo. C'est un mot très fort. C'est le fait de barrer la route physiquement, de s'interposer de manière têtue. C'est la frustration pure, en fait. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la montée en puissance de l'intensité face à ce mur, face à ce Tusenbo. Dans le couplet suivant, la femme qui chante exprime une détermination qui devient presque terrifiante tellement elle est absolue. Ouais, c'est là qu'elle dit cette fameuse phrase. Exactement. Elle se demande si elle doit déchirer la bannière étoilée, le drapeau américain, pour forcer le passage. Et là, il faut être d'une neutralité absolue pour bien comprendre l'œuvre. Tout à fait. Il n'y a aucun message politique là-dedans. Aucun. Ni de gauche, ni de droite. C'est une observation clinique des paroles. C'est une métaphore d'une puissance inouïe. L'obstacle qui bloque ce détroit est décrit comme une barrière monumentale, genre de la taille d'une puissance mondiale. C'est un mur infranchissable. Voilà. Et sa détermination à elle, elle est si féroce qu'elles se sont prêtes à détruire ce symbole gigantesque à main nue, juste par la force de sa volonté. Mais ce qui est touchant, c'est que cette force brute, elle cache une vraie vulnérabilité. Parce que juste après, elle admet que ses propres sentiments lui barrent la route aussi. Oui, le fameux bateau de l'attachement. C'est ça, le Mirenbun. Ce bateau de l'attachement qui tangue sur les vagues. En fait, elle est complètement coincée entre son audace et ses regrets. Si on relie ça à une perspective plus large, c'est le drame ultime du goulet d'étranglement. Quand les sentiments ne peuvent pas traverser, ils se dissolvent en larmes dans la marée. L'impasse, elle est totale. Et c'est exactement là que je voulais en venir, tu vois, cette paralysie. Cette rage d'être bloqué par un système rigide, alors qu'on voit la lumière juste de l'autre côté. De façon assez amusante, c'est cette même frustration, toute proportion gardée bien sûr, qui ronge un développeur informatique, quand il est enfermé dans la syntaxe étouffante de son code. C'est une transition parfaite vers Coconut en fait. Bah oui, parce que la logique est là, la solution est visible, mais c'est le langage lui-même qui fait barrage, qui fait Tusenbo. Et le créateur de Coconut, face à cette souffrance technique, il n'a pas cherché à détruire l'obstacle par la force. Il a cherché la douceur, l'élégance. Alors, pour qu'on comprenne bien, sans utiliser de gros mots techniques, Coconut, c'est quoi exactement, hein? C'est pas un tout nouveau monde effrayant qu'il faut apprendre de zéro, on est d'accord? Non, pas du tout. Le tutoriel l'explique très bien. Coconut, c'est en quelque sorte l'intérieur de Python, mais dont on a retiré la peau rugueuse. C'est une belle image, ça. En fait, c'est essentiel de le préciser pour ceux qui débutent en programmation. Tout le vieux code Python continue de vivre et de respirer normalement à l'intérieur de Coconut. Donc si j'ai l'habitude d'utiliser mes petits outils habituels,
genre la bibliothèque request pour aller chercher des infos sur le net, ou Squelette 3 pour mes bases de données, tout ça, ça marche toujours. Parfaitement. C'est un peu comme si tu gardais les fondations d'une maison très solide, mais que tu venais y ajouter de grandes fenêtres pour laisser entrer plus de lumière. J'adore cette analogie de la maison. La beauté de l'outil, c'est qu'on l'utilise uniquement là où c'est utile. On ajoute ce qu'on appelle du sucre syntaxique, des raccourcis très doux, pour soulager l'esprit. Et justement, le tutoriel donne un exemple très simple avec le signe égal. Et là, il faut qu'on vulgarise ça au maximum. Bien sûr. En gros, en Python classique, pour faire une fonction, on doit écrire un mot lourd comme def, aller à la ligne, faire des espaces, utiliser le mot return pour donner le résultat. C'est beaucoup de formalités. C'est très administratif, oui. Et Coconut, lui, il dit juste écrivez def f de x suivi d'un signe égal et l'expression sur une seule ligne. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on peut se demander pourquoi c'est important d'enlever le mot return. Ouais, pourquoi on s'encombre de tout ça d'habitude? Quand une fonction ne fait qu'une seule petite chose, une seule expression très simple, pourquoi s'imposer des sauts de ligne? Le signe égal montre une intention pure et directe. Ça enlève la lourdeur visuelle, quoi. On respire. C'est ça. L'œil n'est plus parasité par des mots-clés superflus. On va droit au but avec beaucoup de douceur. Et cette recherche de fluidité, elle trouve son sommet avec un autre truc génial dont parle le texte, l'opérateur pipe. Ah, le pipe. C'est vraiment le cœur de la simplification. Visuellement, c'est ce symbole avec une barre verticale et un chevron qui ressemble à une petite flèche qui pointe vers la droite. Explique-nous ça, parce que c'est fascinant. En fait, pour comprendre la solution, il faut comprendre le problème. En code traditionnel, quand tu as une donnée et que tu veux lui appliquer plusieurs transformations de suite, tu emboîtes les opérations les unes dans les autres. Genre des poupées russes de fonctions. Exactement. Et pour lire ce code, ton cerveau doit chercher la donnée tout au milieu de la ligne, puis lire vers la gauche, puis revenir, puis repartir à gauche. C'est hyper confus. C'est un peu comme lire une phrase de l'intérieur vers l'extérieur. C'est épuisant. Voilà. Et l'opérateur pipe, il change tout. Au lieu d'emboîter, on fait couler la donnée. De gauche à droite. C'est ça. On prend la donnée à gauche, on met un pipe et on l'envoie dans la première transformation. Puis un autre pipe vers la transformation suivante. L'information coule de manière logique, étape par étape. C'est marrant parce que je peux pas m'empêcher de relier ça à la chanson. Oui. Ben oui, imagine si la femme de la chanson, elle avait cet opérateur magique dans sa vie. Au lieu d'être bloquée, au lieu que ses larmes forment un courant d'amertume qui stagne. Elle pourrait les faire couler de manière fluide vers sa destination. Exactement. Les émotions passeraient le pipe une par une, sans s'accumuler et sans créer ce fameux Tuzonbo. C'est une très belle façon de voir les choses. Mais bien sûr, pour que ce flux fonctionne, il faut pouvoir trier ce qui arrive. Surtout quand c'est complexe. Ouais, le tri. Et ça m'amène au pattern matching, le filtrage par motif. Parce que le tutoriel parle de ça pour fouiller dans des structures de données complexes. Le fameux JSON, par exemple. Voilà. Le JSON, pour ceux qui visualisent pas, c'est des sortes de boîtes dans des boîtes. Des listes qui contiennent des dictionnaires, qui contiennent des textes. Le document donne l'exemple d'extraire une vidéo cachée tout au fond. Comment on fait ça sans s'arracher les cheveux? Eh bien, avec la méthode classique, tu ferais des vérifications manuelles fastidieuses. Tu dirais, est-ce que c'est une liste? Oui. Est-ce que dedans, il y a un dictionnaire? Oui. Est-ce qu'il y a la clé vidéo? C'est l'enfer administratif dont on parlait. C'est l'enfer. Avec le pattern matching de Coconut, tu utilises le mot match et tu donnes juste la forme de ce que tu cherches. Tu dis, je veux ce qui ressemble à ça. Et le langage s'occupe de tout extraire instantanément. C'est comme montrer une photo à quelqu'un et dire « trouve-moi cette personne dans la foule » au lieu de lui donner une liste d'instructions pour chercher rangée par rangée. C'est tout à fait ça. Mais là où le tutoriel montre une vraie sagesse, c'est qu'il dit de faire attention. Ah bon? Faut pas l'utiliser tout le temps. Non, il ne faut pas forcer l'outil. Si tu commences à chercher des choses beaucoup trop complexes, comme analyser des dates avec des formats bizarres, le match devient illisible. Donc ça recrée un blocage. Voilà. Et la solution douce, dans ce cas, c'est de revenir à un bon vieux if de Python. C'est plus simple. Il faut toujours choisir la lisibilité, sans s'entêter. J'aime beaucoup cette philosophie de pas forcer les choses. Et ça me fait penser à un autre concept du tutoriel qui est crucial quand on construit des systèmes. C'est la gestion de l'état et les structures de données qu'on appelle immuables, les fameux data classes. L'immutabilité, c'est un concept magnifique. Par défaut, quand tu crées un type data dans Coconut, il est immuable. Ça veut dire qu'une fois qu'il est créé, tu ne peux plus du tout le modifier en cours de route. Attends, ça paraît bizarre, non? Un programme, c'est censé manipuler et changer des trucs. Pourquoi on voudrait bloquer une donnée?
parce que modifier des données silencieusement pendant que le programme tourne, c'est ce qui crée le plus de bugs. Imagine deux peintres qui essayent de peindre sur la même toile exactement à la même milliseconde. Ah ouais, ça va faire un gros gribouillis. Ça fait des dégâts. Alors que si la donnée est immuable, c'est comme une photographie. Si le paysage change, tu ne peins pas sur la vieille photo, tu prends une nouvelle photo. L'ancienne reste intacte. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire si on le ramène à notre point de départ? Je trouve qu'il y a un parallèle évident avec la chanson de Nafusa Junko. Je vois où tu veux en venir. C'est ça. Devant le détroit, sa résolution, c'est une forme d'immutabilité. Une fois qu'elle a pris sa décision, son état intérieur ne fluctue plus. Elle est ancrée. Elle est fixée, ouais. Si elle doit changer d'approche, elle va créer un nouveau chapitre, une nouvelle action. Mais elle ne va pas corrompre la sincérité de son émotion initiale. Elle reste intègre. C'est très juste. Ne pas corrompre ce qui est déjà là. C'est une forme de respect. Et d'ailleurs, ce respect dans le système informatique, le texte l'aborde jusqu'à la toute fin de la vie du programme. Ah oui, le fameux shutdown. La fermeture. Le shutdown gracieux, oui. Quand un système doit s'arrêter, la pire chose à faire, c'est de couper le courant brutalement. De tirer la prise, quoi. C'est ça. Si on interrompt brutalement, on casse des données à moitié écrites. Le tutoriel explique qu'au lieu de ça, lors d'un signal d'arrêt, on ne tue pas le processus. On lève juste un drapeau. Un petit signal qui dit « c'est l'heure de fermer ». Exactement. Et on laisse la boucle principale terminer son travail en cours, tout en douceur. Elle range ses affaires et elle s'arrête d'elle-même. Cela soulève une question importante sur la manière dont on termine les choses, en fait. On laisse le système s'éteindre sans causer aucun dégât collatéral. C'est une fin paisible, sans violence. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment navigué entre deux eaux. D'un côté, on a vu ce détroit de larmes où tout est bloqué, où l'obstacle crée une douleur et une intensité extrême. Une tension qui pousse presque à tout déchirer, c'est ça. Et de l'autre côté, on a exploré cet espace de logique avec Coconut, où on invente des outils spécifiquement pour adoucir la complexité, pour contourner les goulets d'étranglement élégamment, avec le pipe. Et pour gérer les fins de cycle avec grâce, avec le shutdown. Et du coup, ça laisse vraiment une pensée en suspens. C'est assez vertigineux quand on y réfléchit. Ah oui? Qu'est-ce que t'as en tête? Si la technologie est capable de nous offrir des outils aussi fins, aussi doux pour simplifier la rigidité des machines, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on trouve une syntaxe aussi pure pour dénouer nos propres barrières émotionnelles? C'est une belle question. T'imagines? Un simple opérateur un peu magique qui permettrait à nos sentiments bloqués dans notre propre détroit de couler librement, de glisser vers la lumière de l'autre côté, sans aucun effort. Et surtout, sans jamais avoir besoin de déchirer quoi que ce soit.